14 avril 1943. Une salle étouffée au siège du Pacifique de l'intelligence à Pearl Harbor. Le papier grattant le crayon alors que les codes japonais interceptés se sont transformés en mots clairs. Le message est venu du commandant suprême de la flotte combinée. Ce n'était pas d'ordre, c'était le script détaillé d'une inspection de l'amiral Isoroku Yamamoto, avec des moments précis, des types d'avions définis et des itinéraires. À partir de 6 h le 18, heure de Tokyo, de Rabaul. Arrivé au champ d'aviation Balal à 8 h du matin. 2 bombardiers moyens de type 1 tels que le transport, escortés par 60 combattants. Le sergent technique Harold Fudna, spécialiste de la traduction du service de renseignement militaire, a révisé chaque personnage méticuleusement. La précision japonaise était impressionnante, rien n'était au hasard. Lorsque le commandant William Gauguin, avant les opérations, a lu le décodage, il a immédiatement su que cela changerait tout. En quelques minutes, les informations critiques sont venues aux mains du commandant Edwin Layton, responsable de l'intelligence de la flotte du Pacifique. Ses yeux brillaient alors qu'il comprenait la portée de cela. Yamamoto, le génie derrière Pearl Harbor, serait à portée de combattants américains pour un bref et un seul moment. Aucun d'eux n'imaginait que ce morceau de papier déclencherait la plus enduée d'air de l'histoire la plus audacieuse. La guerre du Pacifique avait enseigné aux Américains une leçon cruciale, les commandants japonais n'étaient pas seulement des chefs militaires. C'étaient des symboles. Tirer un symbole était de démêler un coup dévastateur au moral d'une flotte entière. Et Yamamoto n'était pas un symbole. Diplômé à Harvard, voyagé, brillant stratège et même joueur de poker, il connaissait les États-Unis mieux que tout autre officier japonais. Ses avertissements sur la puissance industrielle américaine ont été ignorés. Sa réticence à déclarer la guerre, surmontée. Mais une fois dans le conflit, il a conçu Pearl Harbor avec une précision chirurgicale, a remporté des batailles décisives dans les premiers mois et a presque remporté la victoire de Midway, jusqu'à ce que le code du code américain devienne le jeu. Sur la piste numéro 2 de Henderson Field à Guadalcanal, un Lockheed de Lightning PE-38G a attendu. 2 turbines Allison VE1710 rugissant avec puissance pour prendre l'avion à 666 km/h à 7600 mètres. Sa structure indubitable, 2 fuselages gémis rejoints par une queue horizontale de 15 mètres, abritait un arsenal mortel, 4 mitrailleuses à Browning de 12,7 mm et un canon de nez de 20 mm nose, éliminant les problèmes de convergence d'armes dans les ailes. Avec 2 réservoirs externes de 625 litres ajoutés aux détenus de 1135 litres, la foudre avait une autonomie pendant plus de 720 km de rayon de combat. Aucune autre chasse américaine dans le Pacifique n'a offert une telle portée. Dans le refuge des opérations, le major John Mitchell a analysé les rapports météorologiques et les mises à jour du renseignement. Commandant de la 339 TH Fighter Squad, il a eu plus de 2000 heures de vol, des entraîneurs de base aux jets les plus avancés. Votre esprit a fonctionné comme un ordinateur de navigation, distance directe du point d'interception, 695 km. Mais voler droit signifiait des îles de traversée dominées par les Japonais, plein de radars et de stations d'observation. L'itinéraire indirect, entourant la mer, a ajouté 265 km. Ida, 965 km. Retour, 640. Total, 1600 km, avec une réserve à un maximum. Il a traversé les États-Unis, l'autostop, regardant avec des yeux stratèges les usines de voitures de Détroit, où la chaîne de montage a transformé l'acier en puissance, raffinerie d'huile du Texas, où le sang noir de la Terre a nourri la machine de guerre la plus vorace de la planète, et les usines d'aviation de Californie, où les ailes qui domineraient les cieux ont été forgées à un rythme industriel. Ce voyage a scellé sa condamnation, une guerre contre les Américains serait un suicide national. Nous pouvons nous déchaîner pendant 6 mois, a-t-il averti, mais alors rien d'autre que la défaite nous attend. Ces mots résonnaient comme un présage ignoré. Le plan américain dépendait cependant d'un secret plus mortel que n'importe quelle bombe, signe l'intelligence. Si le commandement naval japonais soupçonnait que ces codes avaient été violés, Yamamoto annulerait le vol ou changerait l'itinéraire en un instant. L'équipe de crypto-analyse Hypostation, maintenant renommée de l'unité radio de la flotte du Pacifique, avait déchiffré les variantes de JN-25 avant à mi-chemin. Ce qui a commencé comme des fragments décodés est devenu une capacité presque totale à reconstruire les messages japonais. Mais chaque déchiffrement était un risque, révéler trop pourrait aveugler les Américains au moment décisif. L'autorisation d'agir est venue des niveaux les plus élevés. L'amiral Chester Nimitz, commandant de la flotte du Pacifique, l'amiral William Bull Halsey, seigneur de l'eau sudé le contre-miroir. Mark Mitcher, maître du ciel du Salomon, a analysé les données avant de soulever le problème à Franklin Roosevelt lui-même.
La réponse du président a été sèche, implacable, ils prennent Yamamoto. L'exécution du plan était une chaîne d'officiers qui travaillaient comme des vitesses d'un mécanisme mortel. Le major John Condon, responsable des opérations aériennes, a tiré l'itinéraire initial, calculant la consommation de carburant et les points de navigation, jusqu'à ce que Meitcher, insatisfait des vitesses et des temps estimés, ait tout jeté et rédige les calculs à partir de zéro. À côté des pilotes, il a passé la nuit à affiner chaque détail, transformant la mission en une chorégraphie de précision mortelle. Le résultat, 5 étapes méticuleusement planifiées, chacune conçue pour échapper au radar japonais tout en offrant le vent et la déclinaison magnétique. Une erreur d'1 degré soutenue pendant des minutes les jetterait dans le vide, sans carburant pour aller chercher la cible. La destination a choisi le 18 avril, exactement un an après l'attaque de Dolittle contre Tokyo, une ironie que les stratèges américains n'ont pas réussi. Les prédictions météorologiques promis des cieux favorables, nuages clairsemés, visibilité claire. Mais le facteur décisif en était un autre, les Japonais ne savaient pas que leur code était commis. Les émissions de radio ont suivi les normes opérationnelles normales, sans signe d'avertissement ou de renforcement de sécurité. Si la surprise était maintenue, ce serait absolu. Et puis il y avait les zéros. Les combattants Mitsubishi à 6M3, avec leur agilité mortelle à faible et moyenne altitude, 550 km/h à 6000 mètres, 1600 mètres de montée en puissance par minute, capacité à transformer en cercle serré de moins de 300 mètres. Mais cette supériorité avait un prix, un poids réduit à l'extrême. Aucune armure en plus d'un verre par balle de 55 mm, réservoir de carburant automatique, limite de résistance calculée. Dans un combat fermé en dessous de 6000 mètres, un zéro brisant un PE-38. Mais dans une attaque de plongée à grande vitesse, explorant le feu et une puissance robuste, la foudre est devenue le jeu. Le lieutenant Besby Holmes avait étudié tous les mouvements de pilotes japonais dans le Salomon. Escolta 0 volait en formation serrée, 300 à 450 mètres au-dessus et légèrement derrière les bombardiers en 2 groupes de 3 avions. La doctrine a ordonné qu'au premier signe d'attaque, les combattants engagent des ennemis alors que les bombes suivaient leur cours. Mais les Américains ont remarqué un échec, lorsqu'il est pris par surprise, en particulier par des angles inattendus, comme sous et derrière, les Japonais ont hésité. La clé était de les frapper avant de réagir. À 20 h le 17 avril, la tente d'opération a rempli le dernier briefing. Meitcher, le même homme qui avait commandé Hornet lors du raid de Dolittle exactement un an plus tôt, a fait face aux pilotes avec un mélange de détermination et de sobriété. 18 PE-38 participeraient à la mission. 4 formeraient le vol de tueurs, en charge de l'abattre des bombardiers. 12 fourniraient une couverture contre la réaction attendue de la base de Kaili, à 750 km. 2 servaient de réservation, prêtes à remplacer tout avion par une défaillance mécanique. Ceux qui ont choisi pour l'attaque, le capitaine Lanier, les lieutenants Barbet, Holmes et Raymond Hine. Les réservations, Mlanahan et Joe Moore. Le plan de navigation de Meitcher était un chef-d'œuvre de nécessité et d'ingéniosité. Première étape, vers 265 degrés pendant 55 minutes à 15 à 30 mètres d'altitude, couvrant 295 km. Lundi, 290 degrés pendant 27 minutes, 143 km. Troisième, 305 degrés pendant 38 minutes, 200 km. Mercredi, 330 degrés pendant 16 minutes, 84 km. Cinquième et fin, 290 degrés pendant 21 minutes, 112 km, tout en montant à l'altitude de l'attaque. Chaque tronçon conçu pour éviter les poteaux d'observation japonais en Nouvelle-Géorgie, Vela la Vela et les îles du Trésor, ajustant la dérive prévue par les vents. Il n'y avait aucune marge d'erreur. Une déviation soutenue d'un seul degré les jetterait bien sûr, sans carburant PA. Pour rechercher la cible dans un océan infini. Les pilotes transportaient des équipements qui ont révélé la cruauté de la mission. Mae West Jugement collection inférieure contre les requins qui ont infesté ces eaux. Des kits de survie dans la jungle, avec des comprimés de purification, des rations d'urgence, une ligne de pêche et des fournitures médicales, pour le cas peu probable d'un atterrissage forcé à Bougainville. Chacun a transporté un poulain M1911A1 de calibre .45 avec des chargeurs supplémentaires. Ils savaient que s'ils étaient capturés, la mort serait lente et créative. Les rapports de prisonniers secourus ont décrit la décapitation, des expériences médicales sans anesthésie, ont confirmé les cas de cannibalisme. Le fait de partir sans carburant sur la mer signifiait se noyer ou être dévoré vivant. Une défaillance mécanique sur le territoire japonais? Quelque chose de bien pire. Le colonel Luther Moore,
météorologue, a pour la dernière fois révisé les données, les vents du sud-est à 15 km/h à la surface, de 28 km/h à 1500 mètres, 40 km/h à 3000 mètres. Les modèles tropicaux du Salomon pourraient changer en heure, mais cette nuit-là, jusqu'à ce que le temps semble conspirer en faveur des Américains. Il ne restait qu'une question, combien de sang le chef de Yamamoto coûterait-il? Les îles Salomon étaient un dédale de trahison climatique. Un système de tempêtes légères le long de l'itinéraire pourrait transformer la mission en vol sans retour. Même un vent opposé inattendu serait suffisant pour quitter les PE-38 avec des réservoirs secs à mi-chemin à la maison. Le météorologue a estimé 70% de chances de conditions favorables, mais tout le monde savait que dans ces eaux, le ciel pouvait se révolter en quelques minutes. Cumulus nimbus monstrueux est sorti de nulle part, avalant la lumière en moins d'une heure. Le silence radio serait absolument au contact de l'ennemi. Les radios SCR 274N de Lightning avaient été ajustées à 6710 kg, une fréquence improbable d'être surveillée par les Japonais, mais toute transmission serait un cri de guerre qui attirerait des combattants ennemis tels que les requins sanguins dans l'eau. Mitchell naviguerait aveuglément pour toute la formation, jeu, boussole, compteur de vitesse, horloge et pression mentale sous pression. Pas de phare radio pour confirmer l'itinéraire. Aucun point de référence au-delà des vagues sans fin du Pacifique et des îles qui, s'il a vu, ne devraient être contournés comme des parasites. La vie de 18 hommes et le succès de l'opération dépendaient de la précision d'une seule paire de mains sur le titre et d'un esprit vif de ne pas manquer un mile sur des centaines de kilomètres de vide bleu. Le lieutenant Julius Jack Jacobson passa ses doigts à travers les 4 mitrailleuses de calibre .50 Browning en M2 une dernière fois. Chacun portait 500 coups de feu, un mélange létal de balles de forage M2, M1 et M2 communs, entrelacés avec des rubans qui se dérouleraient à 850 coups par minute. Le canon hispanique de 20 mm, avec ses 150 projectiles explosifs et anti-tanks, a terminé l'arsenal. Lorsque tous les tuyaux ont convergé sur la même cible, il créerait un couloir de destruction capable de déchirer une aile d'un bombardier en quelques secondes. Mais les mathématiques étaient cruelles, la cadence maximale épuiserait les munitions des mitrailleuses en moins de 37 secondes. Le canon, en 12 ans. Chaque rafale devrait être un verdict. Dans l'obscurité avant l'aube du 18 avril, les équipes du sol ont travaillé dans un silence frénétique sous l'aspect attentif des chefs de l'équipe. Le sergent-maître Léo B. Godfrey a supervisé chaque détail, chaque cartouche assise en place, chaque ruban de munitions impeccable. Les réservoirs internes, bondés de gallons à essence à 360 octanes d'aviation, les réservoirs externes, vérifiés en 160 gals chacun. La proportion de munitions, 4 balles communes pour chaque incendiaire et perçage, était une équation de décès calculée à la mort. Les fixations des réservoirs externes ont été vérifiées et bourrées, un seul crochet défectueux pourrait abandonner la mission d'un pilote ou, pire, faire pendre le réservoir comme un poids mort, entraînant l'avion. Pour une plongée mortelle. Niveau d'huile, pressions hydrauliques, surface de contrôle, tout inspecté jusqu'à l'épuisement. Il n'y avait pas de place pour le hasard. De l'autre côté de l'avant, la 11e flotte aérienne japonaise de Rabaul opérait sous des protocoles stricts pour le transport de hauts officiers. Le vice-amiral Jiniseha Kusaka, commandant de la région du sud-est de Yamamoto et de la flotte subordonnée, s'était disputé avec véhémence contre le voyage d'inspection. L'activité des combattants américains à Bougainville avait explosé depuis l'évacuation du Guadalcanal en février. Les rapports de renseignement ont parlé de près de 200 combattants opérant à partir des îles Guadalcanal, Russell et d'autres bases avancées. Mais Yamamoto avait personnellement insisté pour féliciter les pilotes de l'opération Igo, la récente offensive aérienne japonaise, qui, en communications officielles, coule un croiseur, 2 résidents et 25 navires de transport, alors qu'en réalité, les pertes américaines avaient été un destructeur, une corvette, un pétrolier et 2 cartouches. Dans le domaine de l'aviation de la Kune, le chef Hiroshi Hayashi a supervisé les préparatifs de Betty qui prendrait Yamamoto. Le 705th Air Group Tel Bombay 323 a été choisi par son histoire impeccable, 47 missions de combat sans défaillance mécanique grave. Des réservoirs de carburant supplémentaires avaient été installés dans les bombes pour assurer la réserve. Le siège de l'amiral a été laissé derrière le pilote, offrant la meilleure vue de l'observation de l'air. Un soutien spécial a été abrité le katana de Yamamoto, une relique familiale de la période Momoyama du XVIe siècle, qu'il portait en tant que symbole d'honneur et de destin. Les combattants d'escorte sont venus du 204th Air Group, une unité d'élite assaisonnée dans des centaines de combats au-dessus du Salomon. Les 6 pilotes sélectionnés ont totalisé plus de 500 heures de vol chacun. Parmi eux, la 3e classe Shuashi Sugita, qui deviendrait l'un des plus grands japonais,
avec plus de 70 victoires avant sa mort en avril 1945. Il a également piloté le Kenji Yanagawa de 3e classe, un vétéran de 100 missions, qui a été profondément honoré de protéger le commandant combiné de la flotte. Ils avaient déjà affronté les PE-38, les PE-39, les PE-40 et les Wildcat F-4F dans les duels d'air ennuyeux. Ils savaient que, en dessous de 4500 mètres, l'avantage de vitesse de la foudre avait disparu en raison des effets de la compressibilité et du rapport de rayure basé sur la puissance supérieure à faible altitude. Dans une courbe serrée près de la mer, les pilotes japonais pensaient qu'ils avaient tous les avantages, sauf la puissance de feu et l'armure. À 7h25, 5h25 à Tokyo, le PE-38 de Mitchell a commencé à décoller de la piste de chasse numéro 2 à Henderson Field. La séquence avait été chorégraphiée pour économiser chaque goutte de carburant et chaque seconde. Mitchell a mené, suivi de son élément de 3 avions, puis par l'équipe d'attaque de l'Amphi et, enfin, par des avions de couverture. Mais la destination facturait déjà son prix, le lieutenant Mlanahan avait une rafale de pneus lors du décollage. Sa foudre a dérapé le long d'un nuage de poussière de corail, tirant la roue droite. Il est sorti indemne, mais hors de la mission. Ensuite, le lieutenant Joe Moore a vu sa pompe de transfert de carburant échouer pendant la montée, l'empêchant d'accéder au carburant des réservoirs extérieurs. Un autre pilote forcé à revenir. 16 PE-38 sont allés moins que prévu. La marge d'erreur, déjà tranchante comme une lame, était devenue encore plus mince. Mitchell a guidé l'entraînement à 10 à 15 mètres au-dessus des vagues, une altitude suffisante pour éviter le radar japonais, mais suffisamment bas pour que le spray salé couvre les pare-brises en quelques secondes. Les pilotes ont volé dans le silence radio, ne conservant la formation que par la référence visuelle. Chaque homme s'est battu contre sa propre bataille, la monotonie hypnotique des vagues, la fatigue qui pesait sur les paupières, la chaleur qui a transformé les cabines en four malgré le vent pointu. 2h05 de vol rasant. Et ajustant constamment les bus pour maintenir la position, vérifiant les instruments alors que le cerveau se battait contre la désorientation spatiale. Certains pilotes avoueraient plus tard avoir frappé leur propre visage ou chanté à haute voix pour ne pas s'endormir. Le soleil a conduit à la miséricorde à travers les dômes post-Xiglas, comme si le Pacifique lui-même avait conspiré pour tester sa résistance. Dans l'avion de couverture, le lieutenant Roger J. Ham a regardé le pointeur du compteur de carburant avec une appréhension croissante. La traînée des réservoirs externes a dépassé les estimations, peut-être à partir d'un angle de fixation inapproprié, peut-être à partir d'une variation de fabrication. Au rythme actuel, il aurait un maximum de 5 minutes de carburant pour master les combats à l'altitude, mais les pilotes japonais n'étaient pas de simples cibles passives. Les héros de Yanaga et leurs compagnons, même dans un désavantage numérique, ont répondu par une précision mortelle forgée en milliers d'heures de combat. Chaque courbe, chaque roulement, a été réalisé avec l'économie de mouvement d'un samouraï en démantelant un coup final. Yanaga, en particulier, a ressenti le poids de l'histoire entre les mains, la protection de Yamamoto n'était pas seulement un ordre, c'était un devoir sacré. Alors que les tuyaux PE-38 de l'Amphi de PE-38 crachent le feu, il s'est rendu compte que les héros ne se sont pas retrouvés, ils ont contré. L'un des combattants japonais, piloté par le lieutenant Amazuna, a plongé vers la foudre comme une lame, dessinant une balle qui perçait l'aile gauche de l'Amphi. L'impact était comme un coup de poing, le PE-38 frissonna et le tableau de bord a explosé en alarme. Mais l'Américain n'a pas hésité. Avec les commandes vibrant sous ses mains, il inverse le roulement et tira une rafale courte et précise. Amazuna 0 a pris le feu, tombant en spirale comme une comète en désintégration. Ci-dessous, l'océan était un miroir brisé par la fumée des bêtes abattues. Barbet, maintenant sans munitions, survolant la place du deuxième impact, où les restes de l'avion Ugaki coulaient dans des tourbillons d'huile et de métal torsadé. Il n'y avait pas de survivants visibles, uniquement le silence oppressif qui suit une bataille aérienne, interrompu uniquement par le ronflement des moteurs PE-38 restants. Mitchell, toujours en couverture haute, a scanné l'horizon avec des yeux d'aigle. La menace de Kaili ne s'était pas matérialisée, mais le coup de la victoire était déjà tangible, 2 éclairages endommagés, un pilote blessé et le carburant s'évaporant chaque seconde. Retraité maintenant, ordonna-t-il la voix ferme à la radio malgré la tension. Retour formation. Enregistrer chaque goutte. Les pilotes ont obéi, mais le soulagement était prématuré. À 300 miles de maison, avec des réservoirs presque secs, ils savaient que le Pacifique n'a pas pardonné les erreurs de calcul. Chaque minute dans les airs était un jeu de roulette avec la physique. Et tandis que les PE-38 se sont dirigés vers Henderson Field, une question faisant écho dans les stands sous pression, non dit,
mais impossible à ignorer, cela en aurait-il valoir la peine? La réponse interviendrait les heures suivantes, lorsque la nouvelle de la mort de Yamamoto se propagerait comme un incendie à travers le siège social des Alliés. Mais à ce moment-là, entre le ciel et la mer infinie, il n'y avait que le buzz des moteurs, la transpiration qui se tarit dans les tests et la certitude que l'histoire venait d'être écrite avec du sang et des octins. Alors que les PE-38 ont coupé l'air sur leur route d'évasion, la bataille aérienne a déjà révélé ses leçons brutales. La foudre, avec leur puissance et leur vitesse, a dominé l'énergie cinétique, zéro, agile et light, faisait confiance à la capacité de tourner comme des couteaux dans le vent. Le lieutenant Lanfier jugera plus tard pour avoir abattu un zéro dans un roulement inversé, serrant des rafales sur les ailes à l'explosion. Mais les enregistrements japonais n'enregistreraient aucune perte entre les combattants d'escorte. Les zéros restants, dirigés par l'officier Yanaga, n'ont pas cherché la gloire, unique pour remplir la mission ratée, protéger les bombardiers qui n'existaient plus. Pendant ce temps, à l'étage, 18 000 pieds, Mitchell a gardé sa formation d'avertissement maximum, prêt à plonger dans n'importe quel intercepteur qui a osé grimper. En dessous de lui, Killer Flight a terminé son travail mortel et s'est retourné chez lui. 10 minutes. Pas plus de 3 du vrai combat. Le succès de la mission dépendait désormais d'un détail cruel, lequel des 2 bombardiers abattus était Yamamoto. Le lieutenant Barbé a ressenti le poids de la bataille dans chaque vibration de son PE-38. 104 trous de balles crachent la fureur des mitrailleuses de type 92 et, peut-être, les canons des zéros. Les lignes hydrauliques ont cassé le liquide rouge par le flanc de l'avion. Un moteur gémissant, étouffé sur des débris ou blessé au combat, mais les alissements résistaient. La foudre a toujours répondu, bien que chaque bosse puisse être la préfiguration d'une plongée tournante sur 400 miles d'océan ennemi. Mélange ajusté du coiffeur, température surveillée, consommation calculée. Le carburant n'était pas seulement un nombre sur le panneau, c'était la différence entre une piste dans le champ Henderson et une tombe liquide dans le Pacifique. Le retour était un test des nerfs et des mathématiques. Holmes, avec un moteur défaillant, a réduit la puissance et était en retard, isolé dans le silence de la radio. La discipline de la communication était fragile, chaque pilote a combattu seul contre les chiffres, se demandant si les galons restants le conduiraient au salut ou à la mer. Lorsque les îles Russell sont apparues à l'horizon, à 200 miles de la maison, les décisions sont devenues désespérées. Ince regarda le pointeur de carburant presque dans le rouge. Le dépassement à Banaka, où les sous-marins japonais ont patrouillé, était un risque. Poursuivre, faire confiance aux alisons et à leur propre compte, en était un autre. Il a choisi la foi dans les calculs. Mitchell, impitoyable en navigation, a guidé les survivants en tant que phare. Un par un, les PE-38 en lambeaux ont émergé du ciel au-dessus du Guadalcanal. À 12h30, la piste est apparue exactement où elle devrait être. Holmes a atterri avec les moteurs en train de mourir, les réservoirs secs. D'autres ont touché le sol avec moins de 10 gallons, à toutes les minutes de vol au maximum. La ligne entre le triomphe et la catastrophe avait été tracée en litres d'essence. Lorsque les moteurs ont fait taire, les équipes sur Terre ont couru dans les combattants, en disant des trous, évaluant les dégâts. Mais une seule question importait, l'avons-nous fait? 2 bombardiers détruits, oui mais lequel portait l'amiral? Dans la chaleur du combat, l'identification était impossible. Ce serait à l'intelligence de déchiffrer le silence japonais. Cette nuit-là, sous le poids humide de la jungle, les pilotes se sont rassemblés au club du bureau, une construction précaire de bois récupéré et de restes d'équipements japonais. Lanfier, toujours attentif à l'héritage, a déjà tissé sa version héroïque, un virage spectaculaire Immelmann, une plongée inversée sur le bombardier de Yamamoto, certes Eurofire. Son récit l'obligerait à être à 2 endroits en même temps, se protéger contre zéro et attaquer les bombardiers. Barbé, silencieux, a simplement décrit son attaque avant, sèche et mortelle contre le principal avion. Alors que les Américains ont spéculé de l'autre côté du Pacifique, la vérité est tombée comme une lame. Le 19 avril, les équipes de recherche japonaises ont trouvé les restes du bombardier Yamamoto répartis à travers la jungle dense de Bougainville, à 4 km de Moher Point. Le corps de l'amiral se trouvait à quelques mètres de la carcasse torsadée, toujours prise dans la chaise de vol, le gant blanc s'est fermé sur l'épée de cérémonie. Le docteur Tanaka enregistrerait 2 coups mortels, celui qui est entré sous la lame d'épaule gauche et est sorti au-dessus de l'œil droit, un autre qui a brisé sa mâchoire. Morte instantanée, probablement dans la première passe de Barbé. L'impact psychologique était un tremblement de terre. Yamamoto n'était pas seulement un commandant, il était le cerveau de la marine impériale,
le stratège qui comprenait mieux les Américains que leur propre père. Sa voix réaliste et prudente était le seul frein contre l'arrogance de Tokyo. Le capitaine Watanabe, un survivant du deuxième bombardier, décrirait sa mort comme un vide impossible à combler. La nuit précédente, Yamamoto avait joué à shogi avec lui, étrangement fataliste, comme si la fin était présente. Les Japonais soupçonnaient immédiatement, les codes avaient été brisés. Une interception aussi précise, après 600 miles de vol, n'était pas l'œuvre du hasard. La sinistre coïncidence, un an par an après le raid de Doltell, une planification méticuleuse. Mais admettre la rupture des codes consisterait à exposer une défaillance catastrophique, capable de compromettre toutes les opérations en cours. Ainsi, Tokyo a menti, Yamamoto serait décédé des opérations de conduite, comme si sa mort était un accident de guerre, pas un coup chirurgical. Du côté américain, le silence était stratégique. Roosevelt a reçu la nouvelle avec un sourire sombre, mais a ordonné un secret absolu. Nimitz craignait que toute célébration ait révélé le trésor de guerre le plus précieux, la capacité de lire les messages japonais. Pendant des semaines, le monde ne savait pas que l'architecte de Pearl Harbor était tombé. Mais dans les coulisses, l'American Intelligence savait déjà, cette mission n'était pas seulement une vengeance. Ce fut le début de la fin. La mort de Yamamoto n'était pas seulement un coup d'état militaire, c'était un coup contre le mythe même de l'invincibilité japonaise. Alors que le monde spéculait encore sur le sort de l'amiral, les pilotes qui l'ont abattu ont déjà été plongés dans un différend qui tâcherait sa carrière et diviserait l'histoire pendant des décennies. Le capitaine Lanfier, avide by Gloria, a transformé son rapport en un récit d'héroïsme impossible, une manœuvre acrobatique dans laquelle, a-t-il dit, il a inversé le PE-38 sur un vol vertical, tirant contre l'aile du bombardier supérieur, une prouesse qui a défié non seulement la physique mais les limites connues de l'avion. Sa version de plus en plus élaborée du temps était une carte de cartes, cela lui obligerait à être à deux endroits en même temps, effectuant des courbes que Lightning ne pouvait pas supporter. Le lieutenant Barbet, avec la précision chirurgicale de ceux qui n'ont pas besoin de fanfare, ont décrit quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus mortel, une persécution directe, une attaque à l'arrière et en dessous, tout comme les survivants japonais confirmeraient des années plus tard. Les héros qui ont escorté Yamamoto n'ont vu qu'un seul PE-38 provient des nuages bas, mitrailleuse le bombardier à un angle ascendant. Les balles qui ont percé le corps de l'amiral, par et depuis derrière et vers le bas, la signature indubitable de Barbet. Les trous dans le fuselage, la trajectoire des projectiles, ont tous coïncidé avec leur compte, et non avec le fantasme acrobatique de Lanfier. Mais la vérité comptait peu pour le jeu politique. En 1943, l'équipe a presque tout ruiné en publiant le nom de Lanfier, risquant d'exposer le meilleur secret de guerre gardé, que les Américains lisent les messages japonais comme s'ils étaient des cartes postales. L'Air Force, des décennies plus tard, essaierait d'apaiser les égos avec un verdict lâche, victoire pour chacun, mais l'histoire n'est pas divisée. Ce n'est qu'en 2003, après des examens approfondis d'épaves, des témoignages de pilotes japonais et de l'analyse balistique, le verdict était sans ambiguïté, le coiffeur et le seul coiffeur, avait renversé Yamamoto. Pendant ce temps, l'homme qui a rendu la mission possible, le major Mitchell, a reçu la croix de la marine au lieu de la médaille d'honneur méritée. Son acte, une nef à 600 miles au-dessus de l'océan, trouvant une cible en mouvement avec une montre suisse, a été éclipsé par la bureaucratie et la colère de l'amiral, furieux de la fuite prématurée de l'opération. La leçon, cependant, a été gravée sur le métal tordu du PE-38 qui est revenu. Cette machine, avec ses deux moteurs et canons concentrés dans le nez, s'avéra être le seul capable d'effectuer une mission aussi audacieuse. Alors que les combattants à moteur unique tombaient dans la mer à première vue, Lightning est revenu même avec des ailes perforées. Alors que les mitrailleuses dispersaient des balles comme le plomb jeté dans le vent, les pistolets PE-38 ont détruit des cibles avec un seul coup de Curtero. Ces leçons façonneraient l'avenir, la Mustang PE-51, avec sa portée étendue, serait née de ce besoin de chasser l'ennemi. Partout où il était. Pour le Japon, la perte a été irréparable. Yamamoto n'était pas seulement un commandant, il était le seul stratège qui a compris le vrai poids de la machine de guerre américaine. Son successeur, l'amiral Koga, était un bureaucrate sans vision, un homme qui mourait dans un accident d'avion moins d'un an plus tard, comme si le destin voulait souligner la décomposition. Sans Yamamoto, la marine japonaise a commencé à agir par instinct, pas à la stratégie. La bataille décisive dont il avait rêvé, un choc unique pour anéantir le porte-avions américain, il s'est produit. Au lieu de cela, l'aviation navale japonaise a saigné à mort lors de Great Mariana Turkey Shoot, où des coureurs inexpérimentés ont été abattus comme canards dans un tir cible.
La maladie de la victoire, qui les a aveuglés après Pearl Harbor, a cédé la place au désespoir corrosif. Et le pire, ils ne savaient pas pourquoi. Alors que les Américains ont déchiffré leur plan avant même leur exécution, les Japonais ont insisté sur les ajustements cosmétiques dans les codes, convaincus que leur sécurité était inviolable. Cette arrogance coûterait cher. Chaque opération américaine, de la défensive à l'offensive, était un piège soigneusement préparé. Les pilotes qui ont massacré Yamamoto ont payé leur propre prix. Il n'est jamais revenu d'une mission ultérieure. Lanfier, après la guerre, a changé son uniforme pour une carrière politique, explorant jusqu'à la fin de la légende qu'il avait inventée. Barbé, l'homme qui a vraiment fait l'histoire, a servi en silence, prenant sa retraite en tant que colonel en 1961, ne se plaignant que de sa place en vérité lorsque les dossiers et les balles ont parlé pour lui. Mais la plus grande leçon de vengeance n'était pas dans les hommes ou les machines. Il était dans la synergie mortelle entre les services qui avait même été dit. Les kryptonistes de la marine, comme le commandant Letton, ont brisé le code. Naval Marine, comme le major Condon, a tracé le plan initial. Les pilotes de l'armée ont effectué l'attaque. C'était la preuve que lorsque les forces armées ont agi comme une seule, l'impossible est devenu routine. Cette coordination, rare dans le Pacifique, ferait le modèle d'opération conjointe qui définissait non seulement le reste de la guerre mais l'avenir de la défense américaine. Yamamoto avait raison quand il a dit « Je peux causer des dommages pendant 6 mois, peut-être 1 an. Après cela, je n'ai pas confiance. » Il était le seul qui l'avait vu au-delà du fanatisme, le seul à comprendre que l'Amérique ne se pencherait pas aux coups publicitaires ou aux victoires symboliques. Sans lui, le Japon s'est rendu aux généraux qui croyaient à l'esprit de la logistique, en l'honneur des munitions. Sa mort le 18 avril 1943, extrait 1 an après le raid de Doltell sur Tokyo, ce n'était pas une coïncidence. C'était un message. Les Américains pouvaient non seulement atteindre le cœur de l'Empire, mais l'ont fait avec une précision chirurgicale, à l'occasion exacte de leur première humiliation. Le chasseur était devenu la proie. Et le Pacifique, à partir de ce jour, n'est plus un océan de possibilités pour le Japon. C'est devenu un cimetière. L'opération Vengeance n'était pas une arnaque de chance, c'était une symphonie de précision où chaque note devait sembler parfaite, où le concert se terminerait par un désastre. La foudre PE-38, poussée au-delà des limites de leur portée, est revenue avec des réservoirs pratiquement secs, leurs moteurs toussant les dernières vapeurs de carburant. 30 minutes de plus tard sur le vol de Yamamoto, et les combattants américains tombaient du ciel comme des oiseaux blessés, leurs ailes vides d'espoir et de kérosène. La victoire ne était pas mesurée en kilomètres ou dans des cibles abattues, mais en litres d'essence et des secondes de tolérance. Une marge aussi mince que la lame d'un sabre japonais, est tout aussi mortelle lorsqu'elle est bien gérée. Le climat, ce dieu capricieux que les pilotes invoquaient dans des murmures superstitieuses, s'était allié aux Américains dans ce 18 avril. Les cieux propres au point d'interception ont permis aux yeux de Mitchell de pimenter la formation ennemie à la distance maximale, des nuages clairsemés sur la route de retour ont caché les PE-38 comme un voile perfide, trompant l'AERA. Japonais. Un typhon, un simple front de tempête, et la mission serait abandonnée avant même de décoller. Mais le Pacifique, ce jour-là, a respiré en faveur des Avengers. Même le vent a conspiré, tout changement soudain vers lui, et les combattants auraient brûlé du carburant précieux luttant contre les courants invisibles, transformant la mission en funérailles. Le Japon, blessé de fierté, a tenté de cacher l'ampleur de la perte alors qu'un samouraï cache la douleur d'un coup mortel. Pendant plus d'1 mois, la propagande impériale a continué de forger des déclarations au nom de Yamamoto, comme si le fantôme de l'amiral pouvait toujours commander des flottes. Ce n'est que le 21 mai que le haut commandement a admis l'inévitable, Pearl Harbor architecte était tombé. Mais pas dans un combat glorieux, comme ils l'ont annoncé, et oui dans une embuscade calculée, une exécution d'air qui a exposé la fragilité du mythe de l'invincibilité japonaise. Les funérailles de l'État, le 5 juin, ont été un spectacle de deuil national, des centaines de milliers ont rempli les rues de Tokyo, tandis que Hirohito lui-même, un geste sans précédent, a présenté ses derniers honneurs. La moitié de ses cendres reposaient dans le cimetière de Tama, l'autre au temple ancestral de Nagaoka. L'Empire a enterré non seulement un homme, mais le dernier espoir d'une guerre s'est attendu à la stratégie au lieu du désespoir. Pour les pilotes qui ont resserré les déclencheurs ce jour-là, la victoire est venue avec un goût amer. Ils avaient abattu un génie militaire, un homme qui comprenait ironiquement mieux que ses supérieurs la futilité de la guerre contre les États-Unis. Yamamoto n'était pas un fanatique, il y avait un réaliste qui avait prévu Pearl Harbor sous les commandes, sachant que chaque bombe libérée sur l'Arizona a scellé le sort du Japon.
Le tuer était la justice? Ou un crime stratégique qui a éliminé le seul leader capable de freiner la folie qui était à venir? Edwin Layton, l'officier du renseignement qui avait insisté sur la mission, connaissait Yamamoto de l'époque des cocktails diplomatiques dans les années 1930, lorsque l'amiral a parlé de jazz, de voyage à Harvard et de respect mutuel entre les nations. Maintenant, il regardait Betty Photo en feu et se demandait combien de vies américaines avaient été sauvées par le client du client. La guerre n'a laissé aucune place pour des doutes, des casseroles pour des choix terribles, où le bien et le mal se dissolvent dans la fumée de canon. Mais la vengeance était plus qu'une vengeance, c'était une annonce. Les Américains ont non seulement déchiffré les codes, ils ont ajouté le jeu d'information. Non seulement ils ont construit des avions, ils dirigeaient des machines qui étendaient le bras de justice au cœur de l'ennemi. Non seulement ils ont formé des pilotes, ils étaient des chasseurs capables de transformer les données en morts précises. La synthèse était implacable, le génie de Layton et Rochefort brisant le violet, la main ferme de Mitchell guidant la formation à travers des milliers de kilomètres de trottoirs océan, l'œil de Barbet suivant la proie du massacre final. Chaque lien de ce courant devait supporter le poids du sort. Si le lieutenant Canning n'avait pas repéré les bombardiers à temps, les PR-38 auraient survolé la cible en tant que fantômes. Si Barbet n'avait pas poursuivi Betty en plongée, Yamamoto aurait pu s'échapper pour mourir des années plus tard, dans un bunker, entouré de cartes inutiles. Si Holmes n'avait pas endommagé le deuxième bombardier, les survivants auraient pu se déclarer briser le JN-23, forçant les Japonais à changer leur code et à aveugler leurs alliés pendant des mois. Les dossiers de la mission, disqualifiés des années plus tard, ont révélé à quel point tout était proche de s'effondrer. Les feuilles de calcul de la consommation de carburant ont montré que la moitié des PE-38 avaient fonctionné au-delà des frontières théoriques, sauvés uniquement par des vents favorables et une gestion millimétrique des moteurs. Les rapports de munitions ont indiqué que Barbet avait dépensé 70% de ses balles sur 2 attaques, un pari contre le chronomètre. Les agents de maintenance décrivent les fuselages en forme d'épave, les semis de la fureur des canons de type 99 des Zéro, qui, même dans un désavantage, se sont battus comme des démons par UM. Eltimo seconde de la vie de son amiral. La mort de Yamamoto n'était pas seulement un coup tactique, c'était un point de retour stratégique. Avec lui, la dernière voix a disparu dans le haut commandement japonais qui a vu au-delà du fanatisme. Il savait, comme peu, que le Japon ne pouvait pas surmonter une guerre de friction contre la machine industrielle américaine. Ses successeurs, aveuglés par l'honneur et l'illusion, choisiraient le chemin de kamikaze, transformant les jeunes en missiles humains et expédiés en cercueils flottants. Chaque attaque suicide qui viendrait plus tard serait une épitaphe pour la raison qui est décédée ce jour-là sur Bougainville. Et le climat, ce complice silencieux? Les fichiers météorologiques confirment, le 18 avril 1943 a été une journée de miracle. Visibilité de 16 km, nuages fragmentés sous forme de rideaux déchirés, vent obéissant aux calculs des navigateurs. Des conditions qui, dans le Salomon, se sont produites peut-être une fois toutes les 10 missions. Un cadeau des dieux, ou du diable, selon de quel côté était-ce. Derrière la gloire des pilotes, des centaines de cryptos à noyer dans la Garipo avaient travaillé dans les messages sombres et déchiffrant comme des chirurgiens disséquant les veines. Son travail invisible et épuisant a fourni la lame, les pilotes l'ont simplement creusé dans la poitrine ennemie. Sans eux, les PE-38 auraient battu aveuglément, chassant des ombres. L'autopsie de Betty a révélé l'efficacité brutale des armes PE-38. 4 mitrailleuses .50 et un canon de 20 mm ont créé un cône de destruction de 76 cm de diamètre de distance d'engagement. Dans cet entonnoir, le fuselage en aluminium est devenu du papier, les câbles de commande se sont brisés comme des fils de soie et les corps de l'équipage, s'il reste quelque chose à identifier, ils ont été réduits à une pâte rouge et métallique. Escorte 0, entraîné pour duel, a échoué essentiellement, protéger la proie. Sa doctrine rigide, qui a priorisé le combat aérien au lieu de la défense voisine, a été exploitée sans pitié des Américains. Barbet le savait. Mitchell le savait. Et à partir de là, chaque formation de bombardiers japonais volerait avec une ombre supplémentaire, la certitude que les combattants ennemis savaient déjà où ils seraient avant qu'il n'aurait lieu. Lorsque Nimitz a autorisé la mission, il a lancé les données avec le sort de la guerre entre ses mains. Si la vengeance échouait, non seulement serait perdu, le Japon a constaté que leur code était commis et que des années de travail à Pearl Harbor seraient réduites en cendres. Si l'opération coulait, Tokyo changerait tout et les Américains se battraient à nouveau dans l'obscurité. Mais l'amiral, froid comme l'acier d'un canon, a calculé le risque. Et lorsque les flammes de Betty ont été effacées dans la jungle, il savait, l'Amérique avait non seulement vengé Pearl Harbor.
Elle avait réécrit les règles de la guerre. Yamamoto n'était pas seulement une cible, c'était un symbole. Un génie stratégique dont l'esprit avait des architectes Pearl Harbor et dont les mains ont toujours guidé l'Empire japonais avec une précision mortelle. Sa mort serait non seulement un coup bas, mais un coup de réduction de la colonne vertébrale dorsale de la machine de guerre japonaise. Les Américains le savaient. Et c'est pourquoi, face aux risques calculés sur les secondes fractions et les marges d'erreur mesurées en gouttes de carburant, ils parient tout. L'histoire ne pardonnerait pas un échec, mais récompenserait l'audace avec une victoire qui écho pendant des décennies. Le plan qui a apporté le coup final n'est pas né au hasard, mais d'une ingénierie militaire aussi implacable que les lois de la physique. Chaque variable a été disséquée, itinéraires alternatifs tracés pour les tempêtes tropicales, la consommation de carburant réprimée au dernier Jaguar, des temps prévus avec la précision d'une horloge suisse. Les pilotes ne voleraient pas à l'aveugle, ils voleraient avec les yeux de dizaines d'analystes, cartographes et météorologues fixés dans les moindres détails. C'est la guerre réduite à une équation, où la plus petite erreur signifiait 18 boîtes de métal tombant dans l'océan sans témoin. Mais lorsque les PE-38 ont coupé le ciel de Bougainville ce 18 avril, il n'a pas eu de chance de les guider, c'était CI. Destruction améliorée. Les hommes qui ont serré les déclencheurs ce jour-là ne portaient pas de haine dans leurs yeux, mais une détermination professionnelle froide. Pour eux, ce n'était pas une vengeance, mais l'exécution. La satisfaction de Revenge Pearl Harbor appartenait aux généraux de leur caserne générale, aux politiciens dans leurs discours enflammés. Dans les cockpits à 20 000 pieds, le seul triomphe qui comptait était la mission accomplie et les ailes intactes pour le retour. Ils avaient transformé la douleur du 7 décembre en calcul stratégique et la colère en précision chirurgicale. C'est ainsi que l'Amérique était maintenant la guerre, non pas avec des cris de bataille, mais avec des feuilles de calcul de vol, pas des charges à la baïonnette, mais avec des interceptions mathématiquement parfaites. Ces quelques minutes au-dessus de la jungle ont marqué plus que la mort d'un amiral, ils ont été la naissance d'une nouvelle doctrine. Là où avant les combattants américains se battent pour survivre aux zéros japonais, ils chassaient maintenant. Avant l'initiative appartenait à l'ennemi, les PE-38 ont maintenant dicté les termes d'engagement, des centaines de kilomètres dans un territoire hostile. Chaque courbe dans l'aile, chaque rafale de mitrailleuse, chaque goutte de sueur dans les lunettes de vol était la preuve d'une transformation irrévocable, l'Amérique avait non seulement égalisé le Japon dans le ciel, elle l'a surmonté. Et il l'a fait avec une arme plus mortelle que n'importe quel canon, la capacité d'apprendre, de s'adapter et de dominer. L'héritage de vengeance a transcendé le champ de bataille. Preuve que, même à l'ère des machines, le facteur humain a toujours décidé des guerres. Que la meilleure technologie du monde était inutile sans que des pilotes puissent le repousser au-delà de ses limites. Cette intelligence n'avait besoin de rien sans le courage d'agir dessus. Ces leçons, décrites sur le métal torsadé du Yamamoto Betty, seraient répétées à Da Nang, Bagdad, dans chaque théâtre où l'Amérique a choisi de se battre. Parce que le 18 avril 1943 n'était pas seulement le jour où un empire a perdu son plus grand stratège. C'était le jour où le monde a découvert que la guerre moderne ne serait pas acquise par les armées, mais par les esprits, ils pouvaient voir au-delà de l'horizon et des mains prêtes à l'atteindre. Lorsque les 16 Lightning ont atterri à Guadalcanal au crépuscule, ils ont non seulement amené un amiral mort dans leur dossier de mission. Ils avaient la certitude que le Pacifique n'appartenait plus au Japon. Chaque goutte de carburant restant dans ses réservoirs, chaque balle non fixe dans ses canons, était une promesse, l'Amérique a non seulement vengé ses morts. Elle avait redéfini ce qu'elle voulait se battre, pour gagner, une guerre. Les règles avaient changé pour toujours. Et le prochain mouvement, comme toujours, serait le leur.